l'ouverture ce matin à Grand Bassam du conclave de préparation du dialogue politique en Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien est présent. La CEDEAO décide de l'envoi des forces militaires au Mali et en Guinée-Bissau. Elles vont aider à soutenir la transition dans ces deux pays. La République d'Israël a fêté ses 64 ans d'indépendance, l'événement commémoré à Abidjan. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce vendredi s'est ouvert à Grand Bassam le conclave pour la relance du dialogue politique annoncé et voulu par le gouvernement. Les partis et groupements politiques, au nombre desquels le Front populaire ivoirien, ont répondu présents à cette rencontre qui s'est ouverte en présence du Premier ministre. Le reportage de Alvarez. Le conclave pour la relance du dialogue politique et démocratique a ouvert ses travaux ce vendredi à Grand Bassam, comme voulu par le président de la République Alassane Ouattara, avec la présence de groupements et partis politiques ivoiriens significatifs. Le parti leader, le Front populaire ivoirien, le CNRD, le RPP, la LMP et Alternative citoyenne. Le maire de Grand Bassam, Martin Aka, souhaite que la relance de ce dialogue politique contribue au retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire, pour que tous les Ivoiriens parlent désormais que de développement. Pour le Premier ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Jean-Noël Ousso-Kouadio, cette plateforme d'échange avec l'opposition s'inscrit dans la droite ligne du principe démocratique qui veut que tout gouvernement établisse le dialogue avec son opposition. Pour cette rencontre, le Premier ministre s'est dit heureux qu'il n'y ait pas de préalable, que les responsables des partis et groupements politiques aient accepté ce moment d'échange pour rechercher les voies et moyens pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Nous devons surtout assurer en toute responsabilité notre présent, celui de frères et sœurs condamnés à vivre ensemble dans le respect de nos différences. Je veux donc vous inviter ce matin à vous engager aux côtés du gouvernement dans l'œuvre de construction de nouvelles espérances pour nos enfants et petits-enfants à qui nous avons l'obligation morale de léguer plus que nous n'avons nous-mêmes reçu. Nous devons retrouver dans nos liens séculiers de fraternité et notre amour commun pour ce pays les ressorts nécessaires et surtout la force pour briser les murs de méfiance que nos contradictions d'hier ont érigés. Nous devons dessiner avec courage et par la force du dialogue les contours de consensus minimal pour reconstruire ensemble une Côte d'Ivoire à nouveau fraternelle pour travailler. Pour le Premier ministre, enfin, ce conclave pour relancer le dialogue politique et démocratique en Côte d'Ivoire doit briser le mur de la méfiance entre Ivoiriens pour s'inscrire définitivement dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Avant les travaux qui se déroulent à huis clos, les partis et groupements politiques de l'opposition ont eu l'occasion de faire cas de leurs préoccupations. Retrouvons Alvarez. Des responsables de partis et groupements politiques pour ce conclave qui va relancer le dialogue politique et la démocratie en Côte d'Ivoire ont exprimé leurs préoccupations. Je pense qu'il faut aller doucement. On peut obtenir beaucoup de choses en sachant les demander. D'abord, nous pensons qu'il faut que tous ceux qui sont dans les prisons en Côte d'Ivoire sortent de là. Nous pouvons le demander au Premier ministre, nous pouvons le demander au Président de la République et nous saurons le demander et nous sommes sûrs que nous sortirons bientôt. Ensuite, il faut que ceux qui sont dans les pays voisins, en exil, ce n'est pas un exil forcé, c'est la peur du début qui les a amenés à partir. Nous-mêmes nous étions cachés en Côte d'Ivoire et nous sommes sortis lorsque la peur s'est apaisée. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les frères qui viennent, le Premier ministre vient de le dire, que tout le monde revienne, que personne n'ait plus peur. Nous sommes prêts à les accueillir. Nous sommes respectueux des lois et des institutions de notre République. Si les institutions, la République nous appellent, les droits de réforme, il faut
le gouvernement a pu inscrire sa ligne politique, la transition pacifique à la démocratie. Donc le dialogue. Et nous l'avons symbolisé dans un slogan que nous appelons asseyons-nous et discutons. Dans ce pays, c'est nous qui avons subi les pires difficultés. Si je veux parler en termes de contre-coup de la crise, nous avons subi de contre-coup et c'est nous qui avons beaucoup à demander. Donc pour toutes ces raisons-là, nous sommes là. Au cours de ce programme, on a beaucoup de préoccupations et que l'opposition et le gouvernement travaillent main dans la main pour construire une Côte d'Ivoire, pour reconstruire tout ce qu'on a perdu. Les dernières années, faire la politique dans ce pays est devenu très très dangereux. Dangereux pour les hommes politiques et les femmes politiques, dangereux pour les populations, dangereux pour l'État lui-même. Et les attentes des leaders, c'est que nous repartons ici avec un accord sur le mode de fonctionnement de notre démocratie. Pour la première journée de ce conclave, après la cérémonie d'ouverture, les travaux ont lieu à huis clos, en présence du Premier ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Jeannot Ahoussou Kouadio. Pour rappel, l'amorce du dialogue politique ivoirien après la crise post-électorale remonte au 29 septembre 2011, où le président de la République, Alassane Ouattara, avait reçu à leur demande le FPI et le CNRD, avant de passer le relais au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Abed Bakayoko, pour poursuivre les échanges. À présent, ce coup de filet des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, basées au camp commando d'Abobo, jeudi, elles ont appréhendé des membres d'une bande armée dans la forêt du Banco après des échanges de tirs. Au nombre de 18, les personnes arrêtées sont soupçonnées d'être en relation avec celles qui ont été appréhendées récemment à Taï et à Yopougon. Sylvie Touré. Ils sont 18 au total, tous membres d'une présumée milice. Ils ont été arrêtés hier aux environs de midi après des échanges de tirs avec les FRC dans la commune d'Abobo à proximité de la forêt du Banco. Une forêt qui leur servirait de camp d'entraînement à en croire les autorités militaires. Ce coup de filet a été possible grâce aux riverains de la forêt du Banco, intrigués par les coups de feu tous les soirs. Chaque soir, il y a des tirs. Il y a des tirs qu'on entend dans cette zone. Souvent, les gens pensaient que peut-être c'est des éléments FRC. Mais il n'en est rien. C'est ainsi que nous avons dépêché le chef des opérations sur les lieux. Ils ont été pris en flagrant délit avec des armes. Les suspects sont en ce moment à la disposition de l'état-major. Cette opération intervient après l'attaque de Taï qui a fait 8 morts et celle de Yopougon il y a 3 jours. La CEDEAO a décidé jeudi d'envoyer des forces militaires au Mali et en Guinée-Bissau pour appuyer les processus de transition après les coups d'État et exiger le retrait des putschistes dans ces deux pays. Décision prise au cours d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement ici à Abidjan. Les résolutions du sommet avec Abiba Dambélé. Tolérance zéro pour la prise de pouvoir par la force. La CEDEAO durcit le ton face au pouvoir militaire instauré depuis le 12 avril en Guinée-Bissau. La CEDEAO condamne et demande le déploiement d'une force de stabilisation en Guinée-Bissau et la tenue d'élections dans un délai de 12 mois. La conférence exhorte toutes les parties prenantes à s'en remettre à la médiation de la CEDEAO visant à s'accorder sur les modalités d'une transition consensuelle vers la tenue d'élections dans un délai de 12 mois en tenant compte de l'engagement écrit par le commandement militaire le 16 avril 2012 d'accepter le retour à l'ordre constitutionnel selon les modalités à définir avec l'assistance de la CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement instruisent la Commission de déployer avec effet immédiat un contingent de la force en attente de la CEDEAO en Guinée-Bissau pour, entre autres, faciliter le retrait de la mission d'assistance technique et militaire de l'Angola en Guinée-Bissau, la MISANG, d'assister à la sécurisation du processus de transition et d'anticiper sur la mise en œuvre effective
de la feuille de route du programme de réforme du secteur de défense et de sécurité. Les chefs d'État et de gouvernement lancent un ultimatum de 72 heures aux putschistes pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel, faute de quoi ils s'exposeront à des sanctions. Les chefs d'État et de gouvernement mettent en garde le commandement militaire que s'il n'accepte pas toutes les demandes de la conférence dans les prochaines 72 heures, la CEDEAO imposera avec effet immédiat des sanctions ciblées sur les membres du commandement militaire et de leurs associés, ainsi que des sanctions diplomatiques, économiques et financières sur la Guinée-Bissau, sans exclure des poursuites de la Cour pénale internationale. Au Mali, la CEDEAO se félicite des avancées obtenues, notamment la nomination d'un président intérimaire, d'un premier ministre et la formation d'un gouvernement. Le pouvoir intérimaire dispose de 12 mois pour organiser des élections. Les chefs d'État et de gouvernement décident de porter la transition au Mali sur une période de 12 mois, au cours desquels les élections présidentielles devraient être organisées pour élire un nouveau président. Après la restauration de l'ordre constitutionnel, le Mali doit faire face maintenant à la menace sécessionniste des rebelles de l'Azawad et à l'occupation du nord du pays par des groupes islamistes. La CEDEAO va donc déployer 3000 hommes dans ce pays. À cet égard, les chefs d'État et de gouvernement instruisent la Commission de commencer avec effet immédiat le déploiement de la force en attente de la CEDEAO conformément au mandat approuvé. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, plus la Mauritanie et l'Algérie, ont démontré encore une fois leur ferme volonté de mettre fin au phénomène récurrent de putsch en Afrique. Au Mali, le Front National de Libération de l'Azawad FNLA, nouveau groupe armé formé par des Arabes du nord-est du Mali, est entré vendredi dans la ville de Tombouctou, dont il avait pris jeudi le contrôle de 2 entrées. Information confirmée par des témoins et un membre du FNLA, ce sont environ 100 véhicules chargés de combattants lourdement armés qui sont entrés dans la ville. Et les coups d'État, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en a connu. Les derniers ont eu lieu récemment au Mali et en Guinée-Bissau. Nous vous proposons le regard de David Mobio sur les coups d'État dans l'espace CEDEAO. Depuis 1952, année du premier coup d'État perpétré en Égypte par Nasser contre le roi Farouk, le continent africain a connu plusieurs dizaines de coups d'État. Ce chiffre peut atteindre plus de 200 si l'on y ajoute les tentatives réelles ou supposées. 2 périodes sont à distinguer en ce qui concerne les coups d'État. Celle allant de 1952 à 90, année qui a marqué le début des processus de démocratisation, et celle de 1990 à nos jours. 53 coups d'État ont été enregistrés durant la première période contre plus d'une vingtaine durant la seconde. Notre continent, le continent africain, on peut le dire, est une zone d'instabilité et les causes de cette instabilité sont diverses. On peut citer l'absence de véritable démocratie, le non-respect de l'ordre constitutionnel, le partage inégal des richesses, l'affaiblissement du pouvoir étatique. Des causes qui constituent un obstacle majeur au développement socio-économique du continent. Et si certains pays africains y échappent, pour combien de temps seront-ils à l'abri de secousses? Une chose est sûre, ce feuilleton sans fin de coups d'État et de tentatives de coups d'État appelle à une réflexion urgente sur le mécanisme d'accession au pouvoir en Afrique. La réflexion s'impose aujourd'hui parce que pendant la période 1960-1990, plus de 100 coups d'État ou tentatives de coups d'État ont été dénombrés. Et pourtant, l'adoption de nouvelles constitutions instituant le multipartisme dans les années 90 avait fait croire que la période des coups d'État, qui était le seul moyen de prendre le pouvoir auparavant dans un contexte de parti unique, était tout simplement révolue.
Au Nigeria, au lendemain des attentats qui ont fait au moins 9 morts et qui ont touché les bureaux de l'un des journaux les plus influents du pays, la police a renforcé ce vendredi la sécurité autour des bâtiments abritant la presse tout en poursuivant les enquêtes sur ces attentats. Charles Taylor, l'ancien président libérien, a été reconnu coupable jeudi de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre en Sierra Leone entre 1996 et 2002. Il est le premier ex-chef d'État condamné par la justice internationale. Charles Taylor sera fixé sur sa peine le 30 mai, peine qu'il purgera en Grande-Bretagne. La Chambre vous reconnaît coupable d'avoir aidé et encouragé la commission de crimes. Ainsi est tombée la décision du tribunal spécial pour la Sierra Leone. L'ex-président libérien Charles Taylor est jugé coupable de crimes contre l'humanité. Les 11 chefs d'accusation, notamment meurtre, viol, esclavage sexuel, recrutement d'enfants soldats, pillage, mutilation signifiée lors de l'audience à la haie devant le tribunal. Ce verdict apparaît comme un soulagement pour les nombreuses victimes de la guerre civile. Il envoie par ailleurs un message fort à tous les hauts responsables étatiques sur tous les continents. Le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies a salué à juste titre cette décision historique. Même les plus puissants doivent rendre compte devant la justice internationale. Près de 15 ans après, la justice a rattrapé l'ancien homme fort du Libéria. À l'époque, Charles Taylor a conseillé aux rebelles du ROUF, Front révolutionnaire uni, de prendre le contrôle de la zone diamantifère d'Okono en Sierra Leone et de l'ancien assaut sur Freetown, la capitale. Opération particulièrement meurtrière avec près de 150 000 morts entre 1991 et 2001. La peine de Charles Taylor sera connue le 30 mai prochain. Le tribunal spécial a déjà condamné à Freetown 8 personnes pour des crimes commis en Sierra Leone à des peines allant de 15 à 52 ans de prison. Un compte rendu signé Lassina Ouattara. Fin à Abidjan du 4e salon de la monétique. Les travaux du salon qui ont duré 3 jours ont tourné autour d'expositions et de conférences. L'édition 2012 du salon de la monétique visait la relance de l'économie ivoirienne par la monétique. Lassina Fofana. Cette année encore, ils étaient nombreux, les partenaires et les exposants qui ont répondu au rendez-vous des banquiers et des financiers à travers le Salon international de la monétique d'Abidjan pour relever ainsi le défi de la bancarisation. Bruno Koné, ministre de la Poste et des TIC, parrain de cette 4e édition en faisant le tour des exposants, avait à l'esprit de donner un coup d'accélérateur au Simbank, désormais incontournable. Pour que chaque individu marche avec la monétique, il y a des préalables dont l'État est conscient, tels que adapter les textes actuels, améliorer les infrastructures et l'environnement, vulgariser les services Internet. Et l'État ne s'y dérobera pas, il y veillera. Ce salon est une belle contribution. Un problème que nous avons, c'est le faible taux de bancarisation. Il faut encourager les banques et encourager les Ivoiriens de façon générale même à utiliser le plus possible les solutions monétiques. C'est plus de facilité, c'est plus de rapidité, c'est de la traçabilité, donc en cas de perte, etc., c'est plus d'efficacité pour tout le monde. L'an prochain, les départements en charge de l'énergie et des infrastructures seront des invités privilégiés parce que sans eux, pas de monétique. Les organisateurs et leurs partenaires en feront une priorité pour que le Simbank continue sur sa lancée. En 3 à 4 ans, la Côte d'Ivoire a fait un bond formidable en matière de monétique. Je pense que sous l'impulsion du salon, toutes les banques ont commencé à développer des solutions et cela se sent dans la population aujourd'hui. Le Simbank 2012 s'est achevé par la remise d'attestations et de trophées aux exposants et aux partenaires en attendant la 5e édition qui s'annonce avec certainement beaucoup plus de participants. À l'occasion de la journée mondiale de la propriété intellectuelle célébrée le 26 avril, hier donc, la RTI est allée à la rencontre de 2 innovateurs. Qui sont-ils? Qu'ont-ils inventé? Quel est l'impact socio-économique de leurs inventions ou innovations? Les réponses dans cet élément que nous propose Noël Nyagno Sakalou. Cocody les ballons. Nous sommes au siège de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, une sorte de réceptacle. Les innovateurs et inventeurs ivoiriens ou de toute autre nationalité résidant en Côte d'Ivoire. Il suffit de venir vers l'office et nous dire, voilà, j'ai trouvé une solution à tel problème. Et vous nous décrivez quelle est la solution que vous avez trouvée et nos équipes techniques se feront fort de vous aider à rédiger votre demande de brevet qui sera examinée par des techniciens et si c'est pertinent, on vous accorde un brevet. Et je dirais même plus, si vous êtes économiquement faible, à travers un certain nombre de mécanismes mis en place par l'État,
on peut vous accorder une subvention pour obtenir votre titre. L'expérience nous montre que nous pouvons savoir si une idée peut être porteuse ou pas. Tout simplement parce que, en tant qu'office de propriété intellectuelle, nous recevons toutes les inventions qui sont faites à travers le monde. Et donc, lorsque vous déposez votre demande, nous regardons dans la base de données si la solution que vous proposez n'a pas déjà été trouvée ailleurs. Si ça n'a pas été trouvé ailleurs, c'est que vous êtes vraiment un inventeur, vous êtes un innovateur, et donc on vous reconnaît un droit sur cette nouveauté que vous avez mise au point. Mardi 24 avril, il est un peu plus de 17 h quand arrive à ce siège Dr Yohou Alain. Il vient de Genève à la Mecque des innovateurs et inventeurs, tout heureux. Dr Yohou Alain a eu la médaille d'or. Dans le cadre du salon, un membre du jury, je ne savais pas qu'il était membre du jury, qui est venu à mon stand et qui a pris le produit, qui allait tester, alors que je ne savais pas qu'elle était membre du jury, et je crois que c'est ce qui a influencé même la décision du jury. Les produits primés, des antiseptiques aux vertus singulières. Ça existe déjà les antiseptiques, mais cet antiseptique, c'est une innovation, parce qu'en général les antiseptiques ne contiennent pas de vitamine C. Donc moi j'ai ajouté de la vitamine C en plus d'autres comptes. La vitamine C, par exemple, quand nous avons le cas des saignements au niveau de la bouche, le cas des aptes, les gingivites, c'est-à-dire les dents qui se déchaussent, parfois vous avez de nouvelles haleines, il y en a qui me pètent dans la bouche, il y en a aussi qui ont souvent la gencive qui sort après une extraction dentaire. Et ce produit a l'avantage de résoudre ce problème-là. Au niveau gynécologique, la flore gynécologique est la même que la flore bucco-dentaire. Mais en général, les gens pensent que c'est autre chose. Tout ce qui se passe au niveau gynécologique, c'est ce qui se passe au niveau de la bouche. Loin du siège de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, à UDT, ivoirien de technologie tropicale, un centre incubateur, un autre ivoirien, il a inventé une cuisinière éco-énergétique à combustible liquide avec un brûleur sans mèche, ou Firelight. Écoutons-le nous expliquer le fruit de son invention. Ne cherchez surtout pas à le dévisager. Qu'est-ce qu'il reste à faire de plus pour satisfaire les préoccupations des consommateurs africains dans le souci de leur apporter une technologie efficace, écologique, économique, fiable et répondre à tous les critères? Tout ça, ça a été fait. Là, nous débouchons sur un produit qu'on appelle donc la cuisinière éco-énergétique à combustible liquide avec brûleur sans mèche. Avantage, il brûle exactement comme une cuisinière à gaz et il est plus économique 1000 fois, accessible à toutes les bouffes. Mais alors, quand vous utilisez un litre de pétrole ici, vous venez de sauver un arbre. C'est-à-dire que si tous les ménages passent là, on ne voit pas le bien fondé de vendre 1 kg de charbon. Une serre solaire pour le séchage des produits vivriers. Une autre invention du même inventeur. C'est ici que se trouve tout le sens de l'adresse du ministre d'État, ministre de l'Industrie. Qu'il nous soit permis de saluer le génie créateur de nos compatriotes qui ont mis au point des inventions qui sont reconnues au niveau mondial. Saluer leur génie, c'est bien. Leur permettre de mettre ce génie au service de notre société en mutation sociale, économique et politique. Voilà tout l'enjeu. Si nous voulons combler notre retard technologique et être un pays émergent, il va falloir que nous nous adoptions ce qu'on appelle une stratégie de propriété industrielle qui va nous permettre de mieux nous approprier cet outil de développement que les pays d'Asie ont su prendre. Voilà tout le secret de notre vision. Il ne reste plus qu'à le traduire en actes. La matière première est là. Quittons Abidjan pour Mans. Là-bas, un établissement scolaire porte désormais le nom de la première dame, Dominique Ouattara. C'est un établissement dédié particulièrement aux jeunes filles que la première dame a elle-même inauguré. Le compte rendu de Viviane Aïmer. Promouvoir la scolarisation des filles est un axe important du programme de gouvernement du président de la République, Alassane Ouattara. Le collège moderne des jeunes filles de Mans, qui a été inauguré ce mardi 24 avril par la première dame Dominique Ouattara, en est une illustration.
Cette infrastructure scolaire dont la construction a été financée par la Banque mondiale à travers son projet FAZ compte déjà sa première promotion d'élèves au nombre de 56 jeunes filles. Choisie comme marraine de ce collège qui porte désormais son nom, la première dame a été vivement ovationnée par ses filleules qui ont toutes décidé de prendre pour modèle sa persévérance, son effort et sa réussite. Des doléances lui ont été soumises comme la construction d'un préau au sein de l'établissement, la création d'une bibliothèque et d'une salle multimédia. La première dame a promis les réaliser. Elle a aussi offert à l'établissement un important lot de matériel didactique, dont du matériel informatique et des équipements sportifs. Elle a aussi prodigué des conseils à ses filleules. Mes chères filles de Mans, le rôle primordial que joue la femme dans la bonne marche de la société n'est plus à démontrer. Ses aptitudes, ses compétences et ses réalisations sont admises de tous et sont même encouragées. C'est un fait. Aucun développement ne peut se faire sans une participation active des femmes. Dans une société déjà marquée par une forte présence des hommes, il ne sera pas facile de vous faire une place. Cependant, vos meilleurs arguments seront vos bons résultats scolaires et vos compétences. Selon le vœu du maire de Mans, le ministre Albert Flindé et tout son conseil municipal de baptiser ce collège moderne Dominique Ouattara de Mans, la première dame a procédé à la découverte de la plaquette qui porte son nom. Après cet établissement scolaire, la première dame s'est rendue à la pouponnière de Mans qui compte de nombreux petits orphelins dont beaucoup ont perdu leurs parents pendant la crise post-électorale. La première dame a offert à ce centre d'accueil d'enfants de nombreux dons en vivres et non-vivres. Le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, va soutenir les gros planteurs d'EVA, un partenariat les unit désormais par lequel le FIRCA s'engage à apporter tout le soutien nécessaire à ses producteurs pour le développement de la filière EVA. Et Jeanne Atoubé. Le FIRCA renouvelle sa confiance aux producteurs de palmiers à huile, membres de la FENACOPACI pour cette année 2012. Traduction dans cette signature de contrat entre la fêtière de la filière palmier à huile et le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Le dit contrat porte sur l'assistance technique et la prestation de divers services. Entre le FIRCA et la FENACOPACI, une longue collaboration. La fêtière a bénéficié en 2004 d'une planification de ses projets, de financement de programmes spécifiques et de nouveaux modes de rémunération des prestations d'assistance technique. Le FIRCA, pour rappel, a pour mission de financer les programmes de recherche appliqués et de renforcer les capacités des organisations professionnelles agricoles. Vous l'avez rectifié, il s'agit du développement de la filière palmier à huile. Les membres de la coopérative agricole du canton Amélékia dans le département d'Abengourou étaient récemment en assemblée générale. Les échanges ont porté sur le fonctionnement de la coopérative au titre de la campagne 2010-2011 et les défis à relever pour permettre à la COPACA d'être une organisation compétitive. Thérèse Yopoué. Malgré le bénéfice net de plus de 200 millions de francs CFA enregistrés par la coopérative agricole du canton Amélékia, COPAGA, au titre de la campagne 2010-2011, beaucoup reste à faire pour permettre à la COPAGA de se hisser au rang des grandes coopératives nationales. C'est que la coopérative ne dispose pas de siège social ni de centre de santé pouvant assurer les premiers soins en cas d'urgence. En plus, le mode de paiement des producteurs de cacao reste au stade artisanal. Raison de plus pour le sous-préfet d'Amélékia, Krassialou, d'inviter les responsables de la COPAGA à tisser des partenariats avec des structures financières de la place et permettre à la coopérative d'effectuer des virements sur les comptes des adhérents. Le faisant, ajoute Krassialou, les producteurs pourront, à partir d'une carte magnétique, rentrer en possession de leurs dû partout et éviter les braquages dont ils sont souvent victimes. Une idée saluée par les
responsables de la coopérative agricole du canton Amélékia. Ils promettent de mettre en place une nouvelle politique de gestion de l'association. Objectif, satisfaire les besoins des adhérents et encourager les producteurs encore hésitants à intégrer la COPAGA. Le 64e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël a été commémoré à Abidjan. C'est une commémoration qui reprend après une interruption de 5 ans à l'initiative de l'ambassadeur Benny Omer et qui s'est déroulée dans une ambiance sobre en hommage aux victimes de l'Holocauste. Patricia Oumou-Etia. Entrée filtrée, invités sélectionnés et triés sur le volet. Le 64e anniversaire d'indépendance de l'État d'Israël est marqué comme un jour de douleur et de deuil pour les Juifs. C'est l'occasion de rendre hommage aux martyrs de l'Holocauste et du souvenir des héros. L'esclavage en Égypte et le racisme des nazis qui ont exterminé un tiers du peuple juif, 6 millions. Et pendant 64 ans d'indépendance, on a construit un État moderne, démocratique, une économie émergente et une vie culturelle dynamique. Les amis et les ressortissants de l'État d'Israël sont venus nombreux participer à cet événement. Le renforcement justement de nos liens, on retient qu'Israël fait beaucoup de choses pour l'Afrique et surtout pour la Côte d'Ivoire. On retient que les relations datent depuis les années du père fondateur de ce pays. Quand j'étais au Gabon, malheureusement l'Israël n'est pas représenté là-bas, donc je suis très heureux de représenter mon pays, la Russie, ici. La déclaration du 14 mai 1948 est l'annonce officielle de la naissance d'un État juif nommé État d'Israël. Elle fut prononcée par David Ben-Gourion, président de l'agence juive, qui devint le premier ministre du pays. En Ukraine, Yulia Tymoshenko, l'ex-première ministre âgée de 51 ans, condamnée en octobre dernier à une peine de prison pour abus de pouvoir, a entamé une grève de la faim visant à dénoncer la répression politique dont elle se dit victime. Dans ce même pays, une série d'explosions a fait ce vendredi au moins 27 morts dans la ville de Dnipropetrovsk au centre-est du pays à 6 semaines de l'Euro 2012. Poursuivons avec le football pour annoncer que Pep Guardiola a décidé de quitter le FC Barcelone ce vendredi. Après 4 ans comme entraîneur du club, il sera remplacé par Tito Vilanova. Ce journal est terminé. Au revoir.